Bonjour à tous, bienvenue sur le webinar du CNCH, donc un nouveau webinar. Il s'agit de la quatrième série d'une série de battles de cas cliniques intra-région pour sélectionner le meilleur des 4 cas cliniques qui sera lui-même présenté au congrès du CNCH le 24, 25 et 26 novembre. Merci à tous d'être là. Merci à BMS Pfizer pour son soutien institutionnel. Et donc, j'ai le plaisir d'être avec Saïda Gégour de Avignon. Je suis moi-même Jérôme Taïeb de Aix-en-Provence. Nous allons donc modérer cette session de cas cliniques. Nous avons donc le plaisir de recevoir 4 jeunes, plus jeunes que nous en tout cas, candidats et qui vont présenter donc leur cas clinique. Dans l'ordre, ce sera donc Anna Zozineanu de Aix-en-Provence, puis Alexis Coquizard de Aix-en-Provence, puis Hichem Kamal de Avignon, et puis Khaled Ezawaya de Avignon. Donc, je vais tout de suite donner la parole à Anna, qui va commencer. Merci. Merci. Bonsoir à tous. Je ne sais pas si je peux mettre ça. Pardon. Je ne sais pas comment trop faire. Je m'excuse, c'est un peu difficile pour moi. De revenir sur le diaporama, ça fonctionne. Oui, c'est juste que je ne sais pas comment. Ah, voilà. Voilà, c'est parfait. Voilà, c'est bon. Donc, bonsoir à tous. Merci pour l'invitation. Et moi, je suis Anna. Je suis l'assistante spécialiste de Aix-en-Provence. Et ce soir, je vais vous présenter un cas d'un patient qu'on a pris en charge dans notre service il y a quelques mois, un infarctus complexe et surtout un infarctus grave. C'est un patient de 53 ans qui a plusieurs facteurs de risque cardiovasculaire, qui est diabétique, obèse et dyslipidémique, qui nous a été adressé par le SAMU pour une douleur thoracique dans le cadre d'un infarctus inférieur, un syndrome coronarien aigu avec un sous-ST de segment ST. Le patient avait été déjà préchargé en préhospitalier avec les doses classiques Brilique, Aspégique et Héparine. Il était arrivé à une salle de coronarographie à H+2 du début de la douleur. À l'arrivée, le patient est instable sur le plan hémodynamique, il est hypotendu, il désature, donc il est en état de choc cardiogénique. Sur l'électrocardiogramme, il y a une tachycardie sinusale avec un sus-ST de segment inférieur, enfin de segment ST inférieur. Il n'y a pas de troubles du rythme, il n'y a pas de troubles à conduction qui ont été mis en évidence. Donc, quelle est la prochaine étape pour ce patient? C'est une question que je vous pose. Est-ce que d'abord, vous commencez par le stabiliser sur le plan hémodynamique? Est-ce que vous faites une coronarographie d'emblée pour voir un peu l'état des lieux, pour traiter la lésion coupable? Est-ce que vous faites les deux en même temps ou est-ce que vous faites une échographie cardiaque pour mieux comprendre ce qui se passe avec le patient? Il n'y a pas de mauvaise réponse, bien évidemment. Il y a quand même une bonne réponse. Notre coronarographiste a décidé de faire une échographie cardiaque. Et là, il retrouve une IM, une fuite mitrale qui est visuellement sévère pour lui, dont le mécanisme paraît être une complication mécanique de l'infarctus. Il va confirmer ce diagnostic avec un de nos coronarographistes. Donc, c'est une fuite mitrale qui est sévère, effectivement, dont la cause est une rupture de pilier postéromédian complète. La FVG est conservée, ainsi que la fonction de ventricule droit. Donc, on se retrouve face à une urgence vitale chez un patient qui est très jeune. Donc, le pas principal actuellement, c'est de le stabiliser sur le plan hémodynamique et voir ensuite pour la coronarographie. Donc, quelle est la prochaine étape pour ce patient? Que feriez-vous? On est en salle de coronarographie, on a en face un patient qui est très jeune, qui présente une complication mécanique d'un infarctus qui est très grave, qui est une urgence vitale, donc potentiellement fatale. Il faut stabiliser le patient. On appelle la réanimation pour qu'il nous accompagne en cas de dégradation. On appelle évidemment le chirurgien cardiaque pour discuter rapidement une prise en charge chirurgicale. On essaie d'anticiper encore plus, voire une assistance circulatoire. Donc, on se met en contact avec l'UMAC. Là, d'emblée, il y a plein de questions qu'on se pose, qu'on ne se poserait pas dans le cas classique d'un choc cardiogénique.
Faut-il faire la coronarographie? Et si oui, faut-il faire une angioplastie? Faut-il le transférer directement dans un CHU? Faut-il mettre une assistance circulatoire? Et oui, quel type et à quel moment? Donc, on a beaucoup de questions et on a beaucoup de médecins qui sont impliqués, beaucoup de spécialités. Donc, forcément, il y a une équipe pluridisciplinaire qui se contourne et qui va nous permettre par la suite de prendre des décisions et de choisir une stratégie thérapeutique la plus optimale pour ce patient. On a pris une première décision, donc on a mis un ballon de contre-pulsion et on a fait une coronarographie. Évidemment, encore d'autres questions qui se contournent par la suite. On a fait la coronarographie qui montre des lésions tronculaires avec une occlusion complète du segment proximal de la coronaire droite et des lésions étagées de l'IVA et de la marginale. Faut-il faire une angioplastie ou pas? Est-ce que ça peut être une question simple, mais ce ne l'est pas. Et si on fait une angioplastie, faut-il traiter que la lésion culprite? Faut-il tout traiter ou au contraire, faut-il rien traiter? On demande un avis chirurgien. On en a 3 qui sont différents. On nous laisse le choix entre traiter la lésion culprite, tout traiter ou ne rien traiter. Chaque avis, il est argumenté, donc il y a un raisonnement derrière. On est quand même obligé de prendre une décision. On décide ensemble de faire une angioplastie de la coronaire droite avec poste de 2 stents actifs avec un très bon résultat final. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait par la suite? On se pose encore des questions. On se pose la question de l'ECMO et pourquoi? Parce que malgré le ballon de contre-pulsion, malgré les amines, le patient a été intubé et ventilé entre-temps. Malgré l'angioplastie, l'état hémodynamique du patient reste très précaire. Et en même temps, on prend en considération la durée du transfert entre la salle de choro et le bloc opératoire, parce que malgré l'urgence vitale, il y a quand même une durée qu'on doit prendre en compte. Donc, on prend une 3e décision, c'est de mettre l'ECMO dans notre centre et ensuite transférer le patient dans le CHU le plus proche. Pour résumer, donc à H+2, totalement dans les délais, le patient est pris en charge en salle de choro, il aura eu son ballon de contre-pulsion, une angioplastie de la coronaire droite, il est intubé, ventilé. À H+4, il aura eu son ECMO et ensuite transféré dans le centre, dans le CHU de Latiman. Et à H+9 approximativement, il aura une intervention chirurgicale à type remplacement de la valve mitrale en urgence. Il sortira en réanimation sous ECMO et amine par la suite. Et l'évolution, je vais vous la présenter à la fin. Donc, pour faire un petit rappel sur la rupture de pilier dans l'infarctus, c'est une complication qui est très rare. Le plus souvent, ce sont les syndromes coronarien aigu avec un sus-décalage du segment ST, mais il peut se présenter aussi dans les enstémies classiques. Le plus souvent, la présentation classique, c'est à J2, J7 post-infarctus. Et en général, étant donné la lésion ischémique, elle est souvent modeste, donc ça peut être assez trompeur lors de l'évaluation initiale du patient. Le tableau clinique, c'est l'OAP massif avec le choc cardiogénique et le décès dans l'absence d'un traitement spécifique. Donc, c'est une urgence vitale. Pourquoi, juste quelques petits mots, le pilier postéromédial, il est beaucoup plus souvent impliqué, 10 fois plus que le pilier antérolatéral. Et l'explication, elle est anatomique. Le pilier postéromédial, il y a une seule vascularisation, que ce soit une branche de la coronaire droite, une branche de la CX, le temps que le pilier antérolatéral, il a une double vascularisation, donc il est mieux protégé. Le diagnostic, le gold standard, c'est l'échographie cardiaque transthoracique. On peut quand même aller jusqu'à l'UTO si la rupture de pilier est partielle, et ça nous permettra mieux d'analyser le mécanisme et la sévérité de la chute. Le traitement à la phase initiale, c'est le traitement standard de choc cardiogénique, le support hémodynamique, les amines et l'assistance circulatoire, par exemple le ballon de contre-pulsion pour la réduction de la post-charge et les diurétiques. Le traitement d'élection reste le traitement chirurgical avec une mortalité qui est très élevée à 20 à 25%. Ensuite, quel type d'assistance circulatoire choisir dans ce genre de cas? Il y a plusieurs types d'assistance circulatoire. Nous, dans notre centre, on a sur place le ballon de contre-pulsion et l'Impella. Et on peut aussi bénéficier de l'ECMO en faisant appel à l'UMAC. Donc, quel choisir? Qu'est-ce qu'ils nous disent les recommandations? Très peu. Les recommandations de 2017 de l'USC nous disent que toute prise en charge de ce genre de complications et toute stratégie thérapeutique devrait être décidée dans le cadre de ARTIM. Donc, on voit très bien qu'il y a 0 réponse à toutes les questions que nous, on vient de se poser. Il y a une petite précision sur le ballon de contre-pulsion qui peut être utilisé pour faire une transition, une préparation pour la coronarographie et l'intervention chirurgicale.
On voit très bien que le rôle de l'assistance circulatoire dans le choc cardiogénique n'a pas trop changé durant les dernières années. Le ballon de contre-pulsion a très peu de rôle dans le traitement de routine dans le choc cardiogénique, le temps que l'Impella et l'ECMO peuvent être utilisés dans certaines situations. Et le consensus de 2017 nous précise encore une fois que le ballon de contre-pulsion n'a pas de rôle dans le choc cardiogénique, mais il y a quand même une indication, et c'est la complication mécanique, soit post-infarctus, soit d'autres étiologies. L'Impella et l'ECMO peuvent être utilisés dans certaines situations, et notamment en tant que bridge to récupération, s'il y a une cause réversible, transplantation ou voire une assistance ventriculaire définitive. Quelques mots sur l'utilisation concomitante du ballon de contre-pulsion et l'ECMO. Il y a beaucoup d'études qui démontrent l'efficacité de l'utilisation des deux versus l'utilisation seule de l'ECMO. Et une méta-analyse qui est sortie en 2022 qui vient confirmer encore une fois que l'utilisation de l'ECMO et le ballon de contre-pulsion est beaucoup plus efficace que l'ECMO seul. En même temps, cette précision, elle n'est pas dans les recommandations. Faut-il faire une angioplastie ou un pontage? Là encore, on a très peu de réponses dans les guidelines. On revient toujours sur la même précision de l'UBC. Il faut décider ça dans le HEART-Team, dans le cadre de l'HEART-Team. La Société américaine de cardiologie est un peu plus précise, donc il conseille de faire un pontage en même temps que la réparation du muscle pilier ou papillaire ou de la remplacement de la valve, avec une amélioration de la survie. Voilà, donc très peu de réponses au final à toutes nos questions quand on se retrouve en urgence. RVM versus plastie, là encore beaucoup de controverses. De préférence, c'est de réimplanter le muscle papillaire dans l'absence d'une nécrose étendue, mais c'est quand même une procédure qui est un peu plus complexe, qui est opérateur dépendante. Donc, en général, le remplacement de la valve est la procédure la plus souvent et la mortalité reste très élevée. Est-ce qu'il y a un rôle du MitraClip dans la prise en charge de ce genre de complications? Dans les dernières années, on voit que de plus en plus, il y a des case reports sur la réparation de ce genre de complications avec un MitraClip, notamment chez les patients qui ont été contre-indiqués à la chirurgie cardiaque. Donc, ça peut être une solution et peut-être qu'il y aura un rôle encore plus important dans les années qui suivent. Et pour vous donner quelques informations sur notre patient, dans la première semaine, donc, il a eu son remplacement de bioprothèse, il a été dialysé, il est sorti de la chirurgie sous ECMO, il a une pose de pacemaker pour un BAV complet et un choc hémorragique, tout ça dans la première semaine. À J7, il fait une thrombose aiguë de valve, donc il va avoir encore une réintervention avec un nouveau remplacement de la valve mitrale. À J10, pose d'Impella pour décharge VG, à J22, retrait ECMO, à J23, retrait Impella, à J24, extubation, à J30, sevrage amine. À J34, suite à un sepsis sévère, à pompe de départ cutanée, il aura un parage du scarpa et axillaire. À J55, il a un bloc opératoire, une rupture de faux anérisme de scarpa et un choc hémorragique. Et à J56, il est sevré de la dialyse. Et là, on est à J60, donc le patient n'a plus d'assistance circulatoire, plus d'amine, il n'est plus dialysé. Il a une insuffisance rénale qui a l'air de se chroniciser. Il y a l'échographie cardiaque, la FVG est plutôt bonne, 45%, avec un bon VD, une valve, une bioprothèse mitrale qui est norme fonctionnelle. Donc, on peut très bien voir qu'il a quand même eu toutes les complications suite à la pose de l'assistance circulatoire et il s'est sorti quand même. Quelles sont les particularités de ce cas? D'abord, le fait d'avoir une rupture de pilier aussi précoce dans la prise en charge de l'infarctus, c'est inhabituel. On a vu que classiquement, cette complication survient à J2, J7 post-infarctus. Donc, on peut supposer qu'il y a eu un procès d'ischémie silencieuse préalable à la présentation clinique de STEMI. Le fait que c'est une urgence vitale, donc avoir un diagnostic précoce pour tout de suite changer de ce qu'on aurait fait habituellement dans le cadre d'un STEMI inférieur, ça permettra aussi d'avancer, de sauver la vie de ce patient. On a vu très bien qu'on s'est posé beaucoup de questions durant très peu de temps et qu'on a été obligé de prendre des décisions rapides et coordonnées. Donc là, on voit qu'il n'y a pas de protocole, il n'y a pas d'algorithme pour ce genre de complications. Déjà que dans le choc cardiogénique standard, classique,
on est souvent perdu. Alors là, dans le choc cardiogénique, avec une complication mécanique, c'est très difficile à savoir quel est le timing de l'assistance, quel est l'endroit, est-ce qu'on le pose chez nous, est-ce qu'on le pose ailleurs. Donc, on voit que toute cette prise en charge nécessite une très bonne coordination et une stratégie thérapeutique rapide, d'où l'intérêt de ce Art Team, que chez nous, c'est formé spontanément, voire même en Shock Team pour le futur. Et pas en dernier, une vie de plus sauvée. Et merci à tous pour votre attention. Merci beaucoup. Saïda, il faut que tu remettes le son. Voilà. Merci Anna, merci pour cette jolie présentation, bien documentée. Bravo aussi pour d'avoir sorti ce patient d'affaires. Il a été quand même multi-compliqué. Vous avez tous su bien gérer, c'est parfait. Merci. Anna, tu as positionné l'ECMO par rapport au ballon de contre-pulsion. Oui. J'ai vu que tu nous as montré une étude ballon de contre-pulsion plus ECMO, ce qui a été fait là, donc mieux que ECMO. Donc en fait, on a envie de dire le ballon de contre-pulsion, c'est quand même le moins bien de tous, hein, clairement. Mais si pour attendre le suivant, ça peut être utile. Surtout qu'il y a quand même un certain délai. Alors, dans l'expérience, tu es souvent soins intensifs beaucoup plus que ce que je peux l'être. Et là, pour obtenir que l'UMAC vienne mettre une ECMO, c'est quand même, ça prend un certain temps. Enfin, statistiquement, ce n'est pas en claquant dans les doigts à chaque fois, quoi. Oui, ça permet d'avoir une transition entre la salle de choro et le bloc opératoire et l'attente de l'ECMO. Et on savait très bien que malgré le fait que le ballon de contribution n'ait plus de place vraiment dans le choc cardiogénique, la complication mécanique reste quand même une des seules indications. Donc, on a y a pensé tout de suite. Et le choix d'ECMO, je pense qu'on l'aurait fait de toute façon, puisqu'on sait très bien que le délai de la salle de choro au bloc opératoire et que le patient était très précaire. Il y avait aussi la discussion, est-ce qu'il faut le faire chez nous ou est-ce qu'il faut le faire à la team en direct. Ça a été vraiment une décision entre tous les médecins, puisqu'on ne sait pas quelle est la bonne décision, puisqu'on n'a pas vraiment de recommandations ou des données spécifiques, hein, mais ça a été un bon choix au final, puisque le patient a survécu et il a l'air de s'en sortir. Je suis d'accord avec l'étude que tu nous as montrée en tout cas. Ouais. C'est vrai qu'on a l'impression que c'est quand même de la haute voltige dans ce cas-là. Donc, merci de nous la présenter. Je ne sais pas, Saïda, tu voulais poser une question ou on passe au suivant parce qu'on est en retard aussi. Non, pas du tout. C'est parfait. Je n'ai vraiment pas de commentaire à faire. Merci, Anna. Donc, on va présenter Alexis Coquillard qui va nous parler d'un autre cas clinique dans un domaine différent. Mais je crois aussi que c'est de la haute voltige. Hein. Des cas sélectionnés. Bien, vous m'entendez? C'est à toi, Alexis. Est-ce qu'on voit bien mon écran? C'est bon? Oui. Très bien. Ok, très bien. Bien, tout d'abord, merci beaucoup au CNCH pour cette invitation. Donc, Alexis Coquillard, je suis interne en médecine d'urgence en stage de cardiologie à Aix et je vais vous présenter ce cas donc d'un ouragan rythmique en Pays d'Aix. Je vais vous parler de Madame L, une patiente de 55 ans qui ne présente pas d'antécédents cardiovasculaires notables, un syndrome anxio-dépressif, une fibromyalgie qui est majoritairement sous traitement antalgique et traitement psychotrope, qui a présenté au cours des 48 dernières heures 2 malaises sans perte de connaissance et qui consulte aux urgences de Salon de Provence dans ce contexte. À savoir que c'est une chose qui va être importante, c'est que cette patiente est en instance de divorce, ça va être important pour la suite du cas. Au niveau de son traitement, la seule modification qui a été faite, c'était quelques jours avant sa buspirone qui a été augmentée d'1 à 2 comprimés par jour, mais aucune modification importante de son traitement au long cours. Le CG d'arrivée aux urgences montre finalement de nombreux extrasystoles ventriculaires, avec, on peut le voir également, une salle d'extrasystoles ventriculaires polymorphe, ce qui pousse nos collègues urgentistes de salon de mettre la patiente au déchocage, de la scoper. Et finalement, quelques minutes après, on voit au tout début de ce scope une nouvelle salve d'extrasystole ventriculaire polymorphe, avec une salve plus longue, plus soutenue, donc là sur 2 dérivations qui paraît monomorphe, et finalement, quelques minutes après, une dégénérescence en fibrillation ventriculaire qui nécessite un choc électrique externe. Le CG post-choc
ne montre pas d'argument pour une origine ischémique en tout cas. Un rythme sinusal, pas de QT long, pas de QT court, pas d'aspect évocateur d'un syndrome de Brugada. Donc il est décidé de rapidement faire finalement une gazométrie pour contrôler la calémie de la patiente. Lui mettre 2 ampoules de cordarone, introduire 3 grammes de sulfate de magnésium et le transférer à l'USIC d'Aix-en-Provence. Il est 21h. Au cours du transport qui dure une trentaine de minutes, la patiente finalement passe plusieurs fois en tachycardie ventriculaire qui se dégénère en fibrillation ventriculaire, qui nécessite 4 chocs électriques au cours du transport. On est donc dans la définition d'un orage rythmique, 3 événements ventriculaires ou plus espacés de plus de 5 minutes au cours d'une durée de 24 heures. Cette patiente arrive aux soins intensifs d'Aix-en-Provence avec des très bonnes constantes, pnéique en air ambiant, une fréquence cardiaque sinusale à 88 battements par minute, une échographie initiale qui ne montre pas d'altération de la fonction d'éjection ventriculaire, pas de trouble de la cinétique, une patiente qui ne se plaint pas de douleur, qui, quand on l'interroge, ne relate pas d'intoxication médicamenteuse volontaire. Le bilan biologique qui est normal, simplement une troponine légèrement augmentée, après 5 chocs électriques, plusieurs passages en arythmie ventriculaire, mais un iono, une TSH normale, pas de syndrome inflammatoire biologique. Donc finalement un ECG d'entrée chez nous qui est relativement superposable à l'ECG de Salon de Provence. Notre prise en charge initiale a été d'introduire des bêta-bloquants initialement, une ampoule de 5 mg, puis l'athénol IVSE 10 mg par 24 heures. Le but du jeu, c'est finalement de jouer sur l'action anti-adrénergique du bêta-bloquant afin de diminuer l'excitabilité ventriculaire, et on peut voir l'efficacité de ce traitement par la diminution du rythme, de la fréquence lorsque la patiente est en rythme sinusal. On le voit en une dizaine de minutes. Le traitement, la patiente est bien répondeuse et on voit une absence d'arythmie ventriculaire après ce traitement. Il est 22h, son mari apprend qu'elle est aux soins intensifs cardiologiques, il se déplace, il arrive vers minuit et quelques minutes après, plusieurs salles d'extrasystole ventriculaire polymorphes qui arrivent quelques minutes après l'arrivée du mari dans la chambre. Je juste attirer votre attention sur le fait que la patiente est un peu plus rapide. Elle était à 60 battements par minute. Là, on est plutôt sur du 90-100 battements par minute en rythme sinusal entre les salves, ce qui nous permet de voir que le traitement bêta-bloquant n'est plus si efficace. Donc, on décide de réintroduire une ampoule d'athénolol et de majorer l'athénolol IVSE. Ce qui nous permet d'avoir une bonne efficacité sur la nuit jusqu'au matin. Jusqu'au matin, on n'a pas refait d'épisode d'arythmie ventriculaire. Et au petit matin, on la met sur le bassin et sur un effort de poussée, elle va nous enchaîner plusieurs salles d'extrasystole ventriculaire, dont la dernière se transforme en tachycardie ventriculaire qui dégénère rapidement en fibrillation ventriculaire. Et là, on se retrouve confronté à un orage rythmique extrêmement important qui va nécessiter beaucoup de thérapeutiques. Sur environ 2 heures de prise en charge, on va avoir à peu près 200 chocs électriques externes associés donc à 2 ampoules d'amiodarone intraveineuse, de la xylocaïne qui n'ont pas été efficaces. On a rapidement appelé nos collègues réanimateurs qui ont intubé la patiente, la sédaté, essayer de diminuer cette composante adrénergique qui n'a pas été efficace non plus. On a décidé de switcher d'antiarythmique en utilisant de la flécaïne IVSE. On a majoré les bêta-bloquants, mais malgré ça, on avait quand même une patiente qui passait presque toutes les minutes en fibrillation ventriculaire. On décide donc de réaliser à la fois de transporter la patiente en coronarographie pour réaliser la coronarographie, éliminer une cause ischémique formelle, bien que l'ECG était plutôt normal et la tropo n'était pas augmentée initialement, ou en tout cas très peu, et poser à la fois une sonde d'entraînement électrosystolique. Je vous rappelle que on avait déjà éliminé un trouble hydroélectrolytique, une insuffisance cardiaque, une hyperthyroïdie. On avait éliminé l'infection, le contexte post-opératoire qui n'était pas présent. Les médicaments pro-arythmiques, on avait quand même la buspirone qui peut entraîner des tachycardies sinusales, mais il était déjà introduit, il a à peine été augmenté ces derniers jours. Il nous restait vraiment formellement à éliminer le syndrome coronarien aigu. Le transport était très compliqué, malgré le fait que la table est juste à côté, avec une équipe de réanimation, notre équipe de soins intensifs, une patiente qui pendant le transport a fait plusieurs fibrillations ventriculaires. On peut le voir, en fait, une patiente très instable, qui
rapidement faisait des fibrillations ventriculaires incessantes, toujours. Donc, on pose la sonde d'entraînement électrosystolique, on la règle à 90 battements par minute. On peut voir que malgré ça, on avait toujours un orage rythmique qui n'était pas contrôlé. La coronarographie est réalisée. Au cours de la coro, on commence à se poser la question d'un foyer ventriculaire unique. On peut voir que finalement l'extrasystole, la première extrasystole ventriculaire qui initie la salve a l'air d'être similaire. Donc, on se pose la question, est-ce que la patiente est éligible ou non à une ablation d'un foyer unique? La coronarographie est réalisée, elle est normale. Finalement, on décide devant l'orage rythmique persistant d'augmenter la fréquence de la sonde à 110 battements par minute, ce qui permet d'avoir une accalmie de plusieurs minutes, puis plusieurs dizaines de minutes. Il faut savoir qu'on est à Aix-en-Provence, qu'on est en discussion avec, du coup, on a nos réanimateurs qui sont ici, on est en discussion avec les réanimateurs de la réanimation cardiaque à la Timone, à Marseille. En discussion aussi avec les médecins rythmologues de la Timone. Et finalement, se pose la question d'une assistance circulatoire chez cette patiente. L'UMAC à Aix-en-Provence n'était pas disponible, ne pouvait pas se déplacer dans des conditions, en tout cas dans des délais qui étaient acceptables pour nous. Donc la décision finalement qui a été prise, c'était de contrôler à tout prix cet orage pour transporter la patiente. On a profité de cette accalmie pour se dire qu'on allait la transporter rapidement. Finalement, pendant le transport, la patiente n'a pas refait d'événement ventriculaire. On a décidé du coup de poser l'assistance circulatoire, et de faire une ablation, programmer une ablation pour le lendemain matin. Lors de l'ablation, finalement, absence d'arythmie par procédure, aucune arrivée ventriculaire n'a pu être induite également. Donc finalement, aucun geste d'ablation n'a été réalisé chez cette patiente. On a implanté un défibrillateur double chambre. Finalement, on s'oeuvre l'assistance circulatoire, pas de récidive non plus d'arythmie ventriculaire, pas de récidive après l'arrêt des antiarythmiques. On réalise une IRM cardiaque qui nous confirme bien une FEVG à 60%, une absence d'hypertrophie, une absence de rehaussement suspect visible. Donc pas de cause finalement pour une cause, pas d'argument pour une cause structurelle. On n'avait pas non plus d'argument pour une cause métabolique de cet orage rythmique. Quelques juste rappels sur le principe de base de l'orage rythmique. La plupart du temps, les orages rythmiques sont plutôt dans un contexte ischémique, dans un contexte de modification structurelle du myocarde, avec un substrat ischémique, un facteur déclenchant qui est en général des extrasystoles ventriculaires, un trouble ionique, un gros syndrome inflammatoire biologique, et associé à une hyperactivité sympathique. Donc, c'était pas le cas chez nous, mais c'est le postulat de base. Quelques semaines après, sont arrivées des recommandations. L'European Society of Cardiology a publié des recommandations, notamment sur la prise en charge de l'orage rythmique. Donc, nous, dans notre cas, finalement, on n'avait pas de cause structurelle, pas de cause métabolique. On s'était posé la question d'une arythmie ventriculaire polymorphique déclenchée par un foyer unique, mais qui n'était pas présent au cours de l'ablation. Donc, on s'orientait vraiment sur une activité électrique, sur une maladie électrique primaire. Pas d'ECG, on n'avait pas d'aspect pour un brugada, pas de QT long. Donc, finalement, ce qu'on suspecte le plus a posteriori, c'est plutôt une fibrillation ventriculaire idiopathique. Donc, évidemment, les bêta-bloquants, la myodarone sont des molécules de choix, mais dans ces recommandations, il a été proposé certaines molécules sur des études qui sont peu puissantes. On a très peu de données finalement sur les orages rythmiques idiopathiques, sur fibrillation ventriculaire idiopathique. L'isoprénaline est plutôt utilisée dans les torsades de pointe ou dans les QT longs acquis. On propose du coup la quinidine, mais sur une petite étude de 20 patients, qui ont des antécédents coronariens, mais qui ne font pas de syndrome coronarien aigu au cours de l'orage rythmique. Avec une efficacité visiblement d'une vingtaine de pourcents de réduction de l'orage rythmique. Le verapamil est utilisé, il a été utilisé dans une étude d'une dizaine de patients, donc c'est toujours des petites études, on a peu de données.
En tout cas, ce qui est important, c'est qu'on a un peu plus de données sur la sédation et sur l'assistance circulatoire, hein, même l'assistance circulatoire prophylactique. Il y a une méta-analyse sur environ 2500 patients qui est sortie en 2020 qui montre finalement une mortalité quand même bien diminuée. On est plutôt sur les alentours de 20% si l'assistance circulatoire prophylactique est utilisée, contre 60% de mortalité en cas d'assistance circulatoire de sauvetage dans le contexte de l'orage rythmique. Nous, donc, dans notre prise en charge, on avait plutôt considéré qu'il fallait, dans un premier temps, ralentir la patiente, hein, vraiment agir sur la composante adrénergique. On n'avait pas encore toutes ces recommandations. Donc, chez cette patiente, on s'oriente le plus vers une fibrillation ventriculaire idiopathique, bien que ce soit un diagnostic d'élimination. On a encore des tests génétiques qui sont en cours, avec une forte composante adrénergique, l'entrée du mari dans la chambre dans un contexte de stress, dans un contexte de divorce, la poussée sur le bassin le matin qui déclenche vraiment cet orage rythmique extrêmement important. On note dans notre prise en charge l'efficacité transitoire du traitement bêta-bloquant qui a très bien fonctionné initialement, puis ensuite une perte de contrôle du traitement de cette prise en charge. À noter vraiment les recommandations des sondes d'entraînement électriques externes sont plutôt sur du 90 battements par minute. Le fait d'avoir monté à 110 battements par minute, ça nous a permis vraiment de contrôler l'orage. Alors, est-ce que c'était toutes les thérapeutiques qu'on a mis en place? Est-ce que c'était vraiment cette simulation qui nous a aidé? En tout cas, c'est quelque chose qu'il faut souligner. Ça a fonctionné en tout cas pour nous et pour notre patiente. La prise en charge est évidemment multidisciplinaire, rythmologue, réanimateur, cardiologue interventionnel et multicentrique. La patiente, elle a été incluse dans le registre national de Rennes de Raphaël Martin pour continuer de récupérer des données sur ce genre d'orage rythmique. Les tests génétiques sont toujours en cours et juste à savoir, la patiente va très bien. Elle est sortie 3 semaines après de chez nous d'hospitalisation. On peut voir que le défibrillateur, on a contrôlé le défibrillateur il y a quelques jours. Les données du défibrillateur ne montrent aucun épisode d'arythmie ventriculaire, aucun choc délivré. La patiente nous a d'ailleurs rappelé pour savoir si elle pouvait conduire, reprendre une vie normale. Donc finalement cette fibrillation ventriculaire idiopathique, on a réussi à la contrôler, à contrôler cet orage rythmique et la patiente n'a aucune séquelle sur le plan cardiovasculaire. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Alexis pour cette jolie présentation. Moi, j'avais juste une question. Cette malade au départ avait un traitement. Cette patiente, oui. Alors, elle avait plusieurs traitements. Je vous remets. Oui. Je suis toujours en écran partagé ou pas? Non. Non. Est-ce que ça peut être, est-ce que c'est décrit? Alors, au niveau on s'est posé la question de la buspirone. Mais vraiment dans les données qu'on a, notamment sur le Vidal, on le voit plutôt des tachycardies sinusales. Il n'y a pas de notion d'arythmie ventriculaire qui est Voilà, il n'y a pas de notion d'arythmie ventriculaire sur cette molécule. C'est la seule molécule qu'on a potentiellement impliquée dans cet orage rythmique. Mais on ne pense pas que ce soit vraiment médicamenteux. D'accord. On a l'impression vraiment qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris, pourquoi il y a eu un ouragan comme ça. Et puis, peut-être plus rien de l'extrasystolicienne tueuse, comme tu l'as montré là, les points de démarrage. Voilà, bon, il y a même eu au début, sur ton premier ECG, on voyait peut-être un aspect de FA. Je ne sais pas si c'était pourquoi il y a eu ça. En tout cas, on avait un cœur apparemment totalement sain et un événement effectivement induit par un phénomène adrénergique. Normalement, c'est sur le cardiopathie que l'adrénergie agit, dans le cadre du triangle poubelle. Là, on avait l'adrénergie qui s'en mêlait certainement, mais que les antiadrénergiques n'ont été efficaces qu'un certain temps. Et ce qui a semblé faire la différence, c'est ça que je trouve surprenant, c'est la sonde d'entraînement à fréquence rapide, très rapide, ce qui n'est pas habituel. Moi, je trouve que bravo pour cette présentation. C'est un cas intéressant, effectivement. Et donc, tu as dit il est dans le registre de Raphaël Martin qui travaille sur les orages rythmiques, hein, c'est ça? C'est ça. Donc, on aura peut-être des données plus compilées suite à tout ça. Jérôme, même la sédation n'a pas été efficace. Et non, on a bien vu qu'elle faisait pendant le transport, alors qu'elle était sédatée, ventilée, elle continuait. Elle a fait 200 chocs au total. Hein, c'est ce que tu confirmes, Alexis, hein, c'est ça? Ah ouais, c'est bien ça. Ouais.
Bon, très bien. Écoutez, bravo aux deux candidats. Donc, on va passer au candidat d'Avignon. Et donc, pour la première présentation, c'est Hichem Kamal, interne actuellement en cardiologie et qui est en formation. Il fait le NDU de rythmologie et qui va nous présenter un cas de rythmo aussi, et intitulé « Un peu d'air frais en rythmologie ». C'est à toi, Kamal. Merci, Dr. Chego. Merci. Permettez-moi de vous présenter notre cas clinique qu'on a nommé un peu d'air frais en rythmologie. Donc, je tiens d'abord à remercier nos partenaires qui ont permis d'organiser ce webinaire. Donc, notre patient, lui, c'est un patient de 74 ans. C'est un hémodialysé chronique par une fistule artério-veineuse humérale gauche qui se présente aux urgences dans un tableau d'asthénie évoluant depuis 48 heures. L'électroréalisé objective un rythme en BAV complet avec un rythme d'échappement à 35 battements par minute. Vous m'entendez bien ou bien un écho qui se… Oui, il y a un écho. Bon, on peut continuer. On va voir si ça continue ou pas. Je ne sais pas. Non, il y a un écho. Est-ce qu'il n'y a pas le téléphone qui est activé aussi? Non, il n'y a pas ça? Là? Non, là, ça fait vraiment écho. Sinon, on peut inverser les présentations et puis peut-être rappeler sur le téléphone portable. Je ne sais pas. Il n'y a rien qui est connecté. En se connectant sur le téléphone portable. Ah oui, mais pour faire la présentation, ça, à ce moment-là, ça serait Émilie qui présenterait et puis vous lui direz de passer les diapos suivantes à chaque fois. Ça peut se faire aussi. On essaye, je ne sais pas. Est-ce que ça fonctionne là ou pas? Maintenant? Là, c'est mieux. Non, il y a un écho. Hein. Il y a un écho. Alors, la solution qu'on pourrait proposer, c'est de se connecter par le téléphone en prenant le même lien. Du coup, Émilie, vous êtes là, Émilie? Non? Ah, si ce n'est pas Émilie, c'est compliqué. Émilie, bon, je peux l'appeler. On peut inverser en attendant, peut-être? Oui, c'est là maintenant. Je vais appeler Émilie. Maintenant, je pense que c'est mieux. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Il n'y a plus d'écho, je pense. Non, il n'y a plus d'écho, c'est bon. D'accord. Allez-y, allez, c'est parfait. Donc là, on revient à notre patient. Lui, comme on avait dit, c'est un patient de 74 ans. C'est un hémodialysé chronique à partir d'une fistule artério-veineuse humérale gauche qui se présente pour une asthénie qui évolue depuis 48 heures. L'électroréalisé à son admission retrouve un rythme en bloc auriculo-ventriculaire complet avec un rythme d'échappement à 35 battements par minute. L'échographie retrouve une bonne fraction d'éjection sans autre anomalie structurelle. Donc, on retient l'indication de l'implantation d'un pacemaker double chambre par abord céphalique droit. Donc, la procédure s'est déroulée sans incident. Les paramètres en fin de procédure, ils étaient satisfaisants. L'électrocardiogramme, il retrouve un rythme électrostimulé à l'étage ventriculaire avec une bonne stimulation atrioventriculaire. D'accord. Donc, la radiographie thoracique réalisée à J0 de l'implantation, on n'objective pas d'anomalie particulière, les sons sont en place, il n'y a pas de pneumo ni de dépenchement pleural retrouvé. Jusque-là, tout paraît classique pour une implantation d'un pacemaker double chambre. Le lendemain de l'implantation, notre patient il présente une douleur thoracique atroce. Donc, on décide de refaire une radiographie de contrôle. Là aussi, on ne retrouve pas d'anomalie visible. Elles sont en place, les poumons sont libres. Donc, on contrôle aussi les paramètres de la prothèse qui sont bons. Donc, vu la non-amélioration clinique du patient sous traitement antalgique, on a décidé de compléter par un scanner thoracique. Donc là, à la réalisation du scanner, on retrouve un pneumothorax là, qui n'était pas visible sur la radiographie pulmonaire avec du médiastin, de l'air aussi au niveau du médiastin. Sur un autre couple,
On retrouve qu'il y a un peu d'air partout au niveau du péricarde. Voilà aussi. Pneumothorax moins négligeable, un pneumomédiastin aussi. Sur cette coupe, reconstruction sagittale, de l'air partout. Donc là, devant ces anomalies retrouvées, il fallait prendre une décision. Après une discussion pluridisciplinaire entre cardiologues, chirurgiens, réanimateurs, la décision c'était de ne pas drainer le patient et de faire des contrôles scanographiques rapprochés. Donc l'évolution, on voit qu'il y a une résorption complète du pneumothorax et du pneumopéricarde. Sur cette coupe aussi, on voit que le pneumomédiastin, lui aussi, s'est complètement résorbé. Donc là aussi, on voit que tout est rentré dans l'ordre sans avoir été obligé de faire une intervention. Comme on a dit, une résorption du pneumothorax et le patient, il est rentré chez lui à J12 de l'implantation. Donc là, comme le patient, il a bien évolué, fallait comprendre ce qu'il a fait notre patient. Donc là, les pneumothorax, ça survient dans moins 1% des implantations des dispositifs cardiaques. L'association des pneumopéricardes ou pneumomédiastins avec un pneumothorax est encore plus rare. Ça survient essentiellement pour les ponctions sous-clavières et sont responsables d'une morbimortalité élevée, d'une prolongation des durées d'hospitalisation et d'une augmentation des coûts des soins. Les facteurs qui sont fréquemment associés à la survenue de pneumothorax sont le sexe féminin, l'âge au-delà de 80 ans, la notion d'une BPCO chez le patient et la durée de la procédure prolongée. Donc, concernant notre cas, on a essayé de faire une revue de littérature pour essayer de comprendre ce qu'il a fait, mais on n'a pas trouvé de cas de pneumothorax rapportés dans la littérature ayant survenu après une implantation par voie céphalique d'un dispositif cardiaque. Mais tout de même, il fallait essayer de comprendre ce que notre patient il a fait. On a retrouvé quelques cas qui ressemblent à notre patient. C'est le cas d'un pneumothorax survenu de façon contralatérale à la ponction sous-clavière, ou bien le cas d'un pneumothorax survenu de façon bilatérale chez un patient implanté d'un pacemaker double chambre. On a décidé de revoir les coupes scanographiques du patient. Et là, on voit que l'électrode atriale, elle déborde au-delà de la paroi pour toucher la plèvre, et on voit aussi la présence d'un peu d'air autour de la sonde. Ce mécanisme-là, qui est le dépassement de la paroi atriale par une sonde à fixation active, a été rapporté dans la littérature et c'est responsable d'une blessure du péricarde et notamment de la plèvre du poumon droit. Il y a aussi un autre mécanisme qui est impliqué, c'est une lésion de la veine cave supérieure dans sa portion extrapéricardique, soit par le guide ou par le dilatateur de la gaine, qui pourrait permettre à l'air de s'infiltrer dans l'espace péricardique à travers une anomalie péricardique congénitale ou une fistule pleuropéricardique minime jusque-là méconnue. Les perforations atriales sont souvent associées à l'utilisation des sondes à fixation active, peuvent être liées à l'anatomie du patient qui a une paroi auriculaire fine ou un auricule multilobé. Il y a aussi un facteur qui intervient, c'est l'utilisation des sondes et la fixation des sondes sur les parois latérales ou antérolatérales des oreillettes. Donc, faut aussi dire que la perforation, la paroi atriale n'est pas rare. Une série d'autopsies qui a été réalisée sur des patients implantés qui n'ont pas présenté de complications symptomatiques a retrouvé que 27% des cas présentaient une perforation par le bout de la sonde, notamment par la fixation active, la vis. Là, qu'est-ce qu'il faut faire pour en cas de pneumothorax ou de complications? Malheureusement, il n'y a pas de consensus spécifique aux complications des dispositifs cardiaques implantables et le choix entre soit un drainage ou une simple surveillance doit se faire en fonction de la taille du pneumothorax, la gravité des symptômes et la tolérance hémodynamique du patient. Une autre question qu'on est toujours confronté à laquelle on est toujours confronté, c'est est-ce qu'il faut extraire ou bien repositionner les sondes? La décision aussi, là, ça va dépendre des symptômes du patient, de l'imagerie et aussi des paramètres à l'interrogatoire des sondes. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de notre cas clinique? C'est qu'il faut toujours prendre en considération la plainte du patient. Il faut aussi savoir que le pneumothorax n'est pas exclusif à l'abord sous-clavier lors de l'implantation des dispositifs cardiaques et aussi essayer d'éviter la paroi libre des oreillettes pour placer la sonde atriale. Et je vous remercie. Merci beaucoup. Merci Hichem pour cette présentation. Est-ce que tu peux nous préciser
au bout de combien de jours il y a eu résorption du pneumothorax et du pneumomédiastin et du pneumopéricarde? Tu ne l'as pas précisé. Oui, le patient, il a séjourné, c'est à bout de 10 jours. On avait fait des scanners périodiques sur chaque 2-3 jours. Et là, les images qu'on a montrées, c'est le dernier scanner, là où il a une résorption complète du pneumothorax et des différents épanchements. Là aussi, il y avait une surveillance des différents paramètres de santé qui n'ont pas, il n'y a pas eu de changement significatif justifiant une reprise pour soit une extraction ou un autre remplacement, repositionnement des sangs. Ouais, je trouve que c'était très bien documenté. C'est bien d'avoir été chercher une cause et d'être allé au bout pour comprendre ce que c'était que cette douleur, parce que c'est vrai que on pourrait passer à côté, mettre des antalgiques, dire que la radio est normale. Donc là, à mon avis, vous devriez soumettre ce cas pour une publication. Enfin, en tout cas, il est prêt pour, à mon avis. Et puis, vu la littérature, hein, il y a peu de choses comme ça. Et c'est sous clavier et pneumothorax, là, c'était céphalique. Qu'est-ce qui serait passé si on était passé à côté, que vous aviez mis des antalgiques et que bon, bah, finalement, il était entré avec ses antalgiques, il aurait un peu souffert? Est-ce que vous pensez, enfin, les pneumologues ont-ils dit, pensaient-ils que ça aurait pu rentrer dans l'ordre, voilà, spontanément, dans ce cas-là en tout cas? Malheureusement, on peut pas savoir parce que là, en milieu hospitalier, le patient il est surveillé, il limite ses efforts. Des fois, lorsqu'on dit au patient que l'intervention s'est bien déroulée, ils pensent que tout est redevenu normal. Ils ne comprennent pas que même après l'implantation, après l'intervention, il y a toujours une période où ils peuvent faire où on peut voir apparaître des complications un peu tardives. Mais là, on ne peut pas savoir s'il y avait eu une aggravation des différentes anomalies, les différentes complications et les anomalies qu'on a eues qui auraient pu aggraver le pronostic du patient. Le mécanisme retenu, c'est plutôt la sonde, ou vous ne savez pas finalement? Oui, c'est la sonde qui dépassait, qui a touché la plaie. Ouais. D'accord. Alors, on va enchaîner pour essayer de respecter le timing. Parole à Khaled Essaouia. Merci à vous de parler. Je sais pas, il faut mettre le micro en marche par contre. Il n'a pas entendu, je ne sais pas. Oui, c'est à vous. Voilà, Khaled, c'est à vous de prendre la parole. D'accord. Bonjour tout le monde. Donc, je m'appelle… C'est bon pour le partage? Oui. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Essaouia Khaled. Je suis un interne au centre hospitalier Henri Dufaux, service Alors, de… il y a de l'écho, à nouveau, comme tout à l'heure. Je ne sais pas comment votre collègue a réglé ça. Vous pouvez nous donner votre astuce, Hicham? Comment vous avez fait pour enlever l'écho? Parce que là, à nouveau, on a… Bon, normalement c'est bon. Ah, voilà, ça y est. Donc, Oui. on ne saura pas, on nous expliquera après. Désolé. Bon, très bien. Donc, il est intitulé Exploration en harmonique qui sonne l'immobilité. Donc, il s'agit d'une patiente jeune de 32 ans aux antécédents d'une hypothyroïdie qui est sous traitement substitutif, en arrêt depuis 2 mois, aux antécédents de 2 fausses couches spontanées. Elle est originaire de Kenya. Donc, elle a été adressée à un cardiologue pour une symptomatologie faite de douleurs basi-thoraciques et de dyspnée stade 2-3 de la NYHA, surtout à l'exercice. Son état général était préservé, il n'y avait pas de syndrome infectieux clinique. L'examen du cœur donc trouve un éclat de B2 au foyer pulmonaire. L'examen abdominal trouve une discrète hépatomégalie non douloureuse. Le reste de l'examen est sans particularité, notamment il n'y avait pas de signe d'insuffisance cardiaque ni gauche ni droite. Nous avons réalisé un ECG, donc l'ECG 6 juin, une onde P qui est large en T2 et qui est bifide, évoquant une hypertrophie de l'oreillette gauche, qui est probablement associée à une hypertrophie de l'oreillette droite, vu l'existence d'un axe de l'auriculogramme normal avec association à une hypertrophie ventriculaire droite et une ischémie sous-épicardique étendue sur tout le précordium. Le bilan biologique donc, ne trouve pas de syndrome inflammatoire biologique.
une fonction rénale qui est normale avec un bilan hépatique discrètement perturbé. Le bilan de débrouillage auto-immun de première intention ne trouve pas Vous m'écoutez? Oui, oui. Oui, donc pas de signe biologique, donc il est négatif, les marqueurs de lupus, de Gougerot-Sjogren, syndrome et de polyarthrite rhumatoïde. Donc nous avons décidé d'hospitaliser la patiente. Nous n'avons pas pu récupérer l'échocardiographie complète, mais on a des boucles qu'on a réussi à récupérer. Donc, on ne trouve pas d'anomalie congénitale avec une concordance auriculo-ventriculaire et ventriculo-artérielle, une contractilité VG strictement normale, les voies de chasse sont libres, une valve aortique tricuspide, un index d'excentricité VG anormal, le septum interatrial était étanche, la contractilité VD était préservée. Toutefois, nous avons remarqué des signes indirects en faveur d'une hypertension artérielle pulmonaire avec une turgescence, avec absence de collapsus inspiratoire des valves des veines sus-hépatiques et de la veine cave inférieure. Donc, l'été était inexploitable. Le Doppler trouve un flux donc, restrictif mitral et tricuspidien avec des variations respiratoires. Si nous remarquons très bien, donc, en revoyant l'échocardiographie, on trouve un épaississement au niveau du péricarde avec un aspect qui est un peu hyperéchogène. Et on coupe 4 cavités. Là, on trouve une toute petite invagination au niveau du VD avec le septum paradoxal qui est franc ici. Donc, nous avons suspecté une péricardite constrictive chronique. Et la patiente, elle a été adressée donc, directement au scanner. Donc, l'acquisition radiographique initiale trouve un aspect en coquille d'œuf avec une calcification, un épaississement du péricarde en regard du VD et du VG, notamment à la face inférieure du VD et en postérieur et aussi en latéro-VG. Ici, l'acquisition profil qui est toujours très importante, elle révèle ces calcifications au niveau de la pointe. Donc, la décision après était de confirmer la péricardite chronique constrictive par le cathétérisme cardiaque droit et faire une coronarographie en préopératoire. 6 juin avant, donc, nous avons l'image de scanner qui trouve des calcifications qui s'étendent de la pointe du cœur jusqu'à la paroi antérieure du VD et à la face latérale et en postéro-VG. Donc, la coronarographie donc, trouve une naissance normale de la coronaire gauche avec une circonflexe très belle et développée, sans plaques. L'IVA en incidence donc, crâniale qui ne présente pas de plaques significatives avec une codominance et une droite saine. 6 juin, donc la CSVG, une ventriculographie ne montre pas de trouble de cinétique VG avec une FVG estimée à 70%. Toutefois, on remarque très bien ces images de calcification péricardique. Donc, le cathétérisme cardiaque droit fait par voie fémorale, cette frange avec Swan-Ganz. Ici, c'est une imagerie en simultané en VG et en VD, avec une pigtail dans le VG, le cathéter de Swan-Ganz à ballonnet gonflé, nous permet d'enregistrer ces 2 belles courbes d'hémodynamique avec 2 courbes monophasiques, évoquant donc 2 courbes ventriculaires. En vert, c'est le VG et en rouge, c'est le VD. On remarque très bien une élévation de la pression systolique ventriculaire droite au-dessus de 10 mm de mercure, la norme supérieure. On remarque une élévation protodiastolique biventriculaire avoisinant 10 mm de mercure, surtout pour le VD. Une ascension rapide en début de la diastole, puis égalisation des pressions avec cet aspect de racine carrée, c'est la diastolie. Nous remarquons aussi que la pression diastolique en méso et en télédiastole, elle est supérieure au tiers de la pression systolique VD. Donc, c'est un critère majeur en faveur de la péricardite chronique constrictive et qui n'existe pas dans les autres diagnostics différentiels, à savoir la CMR. Toutefois, on remarque
Variation respiratoire des pressions VG, c'est dû à la constriction, ce qui est très important. Nous n'avons pas remarqué qu'il y avait une discordance respiratoire entre les deux courbes VD et VD qui varient dans le sens contraire. Classiquement, c'est le troisième critère, mais nous on s'est basé sur les critères de l'écho, les calcifications en scanner, donc le non-invasif, et en complément le cathé droit qui nous montre ici une adiastolie avec égalisation des pressions aux 4 cavités, donc voisinant 20 mm de mercure, et une hypertension artérielle pulmonaire qui est discrètement élevée. Donc, c'était la péricardite chronique constrictive confirmée. Elle a été adressée au CHU Latimone, à Dr Nicolas Josso, qu'on remercie pour ces belles images et belles vidéos. Donc, cette vidéo, donc, on remarque ici une constriction avec une expansion qui est incomplète du ventricule préopératoire. On a remarqué aussi qu'il y avait des calcifications massives et des nécroses caséeuses. On n'a pas réussi à mettre en évidence une bacille acido-alcoolo-résistante, remarquer les calcifications et comment le péricarde est épaissi et enduré. Et la dernière vidéo, cette dernière vidéo, elle nous montre donc une expansion satisfaisante du ventricule gauche et droit en post-péricardectomie et la patiente en post-opératoire. On n'a pas pu confirmer le diagnostic de tuberculose, toutefois avec la nécrose caséeuse, avec l'origine de la patiente, l'anamnèse, tout concorde avec une séquelle de tuberculose. Donc, en post-opératoire, la patiente est asymptomatique. Le TT de contrôle ne montre pas de profil de remplissage VG et VD restrictif et sans hypertension artérielle pulmonaire. Donc, pour résumer succinctement, donc, la péricardite chronique est une altération fibrino-calcique du péricarde avec une coque rigide limitant le remplissage ventriculaire. Il s'agit de la diastolie. Généralement, c'est un tableau d'insuffisance cardiaque droite qui est atypique avec une contractilité VD qui reste tout de même normale. Nous avons donc à disposition la radiographie de thorax de profil qui est très importante, qui nous montre les calcifications péricardiques et qui peut orienter aussi vers le diagnostic, ce qui n'est pas le cas dans notre cas, mais elle peut orienter vers la tuberculose. Le scanner donc, thoracique qui nous montre un épaississement, mais ceci peut faire défaut dans presque 30% des cas, selon certaines séries. L'échocardiographie reste l'examen le plus important et un rôle central dans l'orientation diagnostique. Elle nous renseigne sur les marqueurs de contractilité myocardique qui sont préservés, avec un strain qui est normal du VD et du VG, avec un Doppler tissulaire qui est préservé, avec l'aspect restrictif transmitral et transtricuspidien, et surtout les variations exagérées respiratoires. Et puis, donc, nous allons discuter un peu des origines des péricardites chroniques constrictives. Dans les pays développés, c'est généralement la péricardite virale, la chirurgie cardiaque, et un post-radique. Ceci dit, il faut se méfier. Généralement, les pays en voie de développement, et de la péricardite chronique constrictive d'origine tuberculeuse est très fréquente. Elle atteint jusqu'à 60% selon certaines séries. Il date de récemment, 2022. Le diagnostic différentiel principal reste la cardiomyopathie restrictive. C'est pour cela qu'il faut se baser sur un faisceau d'arguments, que ce soit de l'échocardiographie qui montre des index de contractilité biventriculaire qui sont préservés et surtout au cathétérisme droit qui permet de faire la différence. Donc, pour notre cas, il s'agit donc d'une péricardite chronique constrictive qui est un cas rare dans la littérature et l'ensemble des données concernant cette pathologie demeure parcimonieux.
Le diagnostic de PCC est un challenge pour tout clinicien. L'échocardiographie est très importante et joue un rôle majeur, mais elle est toujours très opérateur dépendante. Le scanner et l'IRM aussi sont deux examens qui sont importants, contributifs, mais l'épaississement dans ces deux du péricarde au cours dans le scanner et dans l'IRM peut faire défaut jusqu'à 18 à 20% des cas. Le cathé droit aussi peut être mis à défaut et le retard de diagnostic peut être fatal. C'est pour ça que la complémentarité entre le non-invasif et invasif est très important pour la prise en charge de cette pathologie qui est curable en post-péricardectomie. Et je vous remercie pour votre compréhension. Merci beaucoup, Khaled, pour cette présentation bien documentée. Jérôme, tu as des remarques? On est un peu pris par le temps. Oui, on est pris par le temps. Je dis encore bravo parce que là aussi, une super documentation, un message, une imagerie, une iconographie remarquable. Là, quand les images que vous avez montrées de Josso qui a filmé, ça me rappelait un peu les calcifications qu'on a des fois quand on a des coques autour des pacemakers. Vraiment, on imagine qu'un cœur avec ça, il a du mal à s'expandre. Et puis, bon, des messages de littérature. Donc, bravo, c'est un super cas. Moi, je suis très content de l'avoir écouté. Voilà. Je n'ai pas tellement de questions parce que c'est une maladie effectivement qu'on connaît, qu'on ne voit pas souvent. On a vu la séquence clinique, et puis ensuite radio, puis ensuite, parce que la radio parlait bien quand même sur vos images, et puis ensuite, effectivement, scanner, et puis aussi ensuite, vous avez décliné les valeurs hémodynamiques qui ont été des très bons rappels. Je n'ai pas de questions particulières, juste bravo pour cette belle présentation. Merci tout le monde. C'est vrai, bravo aux 4 candidats. C'est des jolies présentations et donc on les remercie pour leur participation. Merci à tous ceux qui se sont connectés, qui nous ont suivis et qui ont supporté nos candidats. Maintenant, il faudra qu'on choisisse Jérôme. Oui, alors je ne sais pas, il faut choisir comment en direct, comme ça. Là, Moi, j'étais vraiment séduit par les 4 cas, donc c'est difficile. Moi, je pense que Saïda, tu peux déjà donner ton avis. On a un peu discuté entre nous sur peut-être un critère de fluidité, peut-être qui a peut-être un petit peu fait, si on doit dire, la différence. Tout le reste était parfait, quoi, vraiment. Donc voilà, je ne sais pas ce qu'en pense Saïda. C'est exactement ce que je pense. Les 4 candidats ont bien présenté, ils n'ont pas démérité. Et donc, le seul critère qui différencie, qui départage, c'est la fluidité. Et je pense que on peut le dire, Jérôme, c'est plutôt Anna qui a été très fluide dans sa présentation. Donc, bravo Anna, félicitations et bravo à tous les autres participants. Voilà, qui seront aussi récompensés par, vous le saurez, je crois que c'est Émilie Guay qui se chargera de vous contacter pour vous récompenser de vos efforts. Voilà, franchement, vous aurez pu tous les 4 on aurait pu dire pour chacun d'entre vous, voilà, c'est lui ou c'est. Parce que les autres, c'est des hommes. Finalement, on a pris la femme. Alors, on va dire peut-être on a fait du sexisme, je ne sais pas. Mais sincèrement, 4 excellentes présentations. Vous pouvez tous les présenter à plusieurs occasions. Très original. C'était très parfait, avec donc deux qui étaient des teams, des interventions de team, et 2 qui étaient des interventions plutôt de la documentation de physiopathologie et de mécanismes, en fouillant et en cherchant. Donc vraiment, il fallait chercher un critère pour différencier. Donc voilà, c'est comme ça parce qu'on nous demande de le faire. Je ne suis même pas sûr que s'il y a eu du public, il y aurait eu des grosses différences. En plus, ça aurait été pareil à mon avis. Donc voilà, vous serez contacté par Émilie Guay. Pour ceux qui ont suivi, voilà, on espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a beaucoup plu d'assister à cette heure de présentation. Donc, Anna, à moins que tu déclines, si tu es OK, je crois que c'est toi qui seras du coup représentante du Sud pour le CNCH le 24-25. Merci beaucoup, merci à vous et merci félicitations à tous nos collègues qui ont présenté. Ça a été des cas très, très intéressants. Donc, félicitations à vous tous. Merci. Alors, moi, je suis contente parce que Anna, c'est une ancienne interne d'Avignon aussi. Donc, bravo Anna. On veut dire que les 2 ont gagné. Oui, c'est ça. Donc, merci à tous ceux qui ont participé, qui nous ont suivis. Donc, on va clôturer le webinaire. Merci à tous. À bientôt. Merci à tous. À bientôt. Au revoir.